Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Je suis vraiment ravi d'être là parce que ça fait longtemps que je suis de loin la programmation du Centre des Arts avec envie, avec jalousie, je dois dire. Je vois souvent des choses qui me font un peu rêver. Voilà. Donc je suis très content d'être là. Et puis je suis très content aussi parce que je trouve que Miséricorde est un très grand film. Et peut-être, c'est tout ce que je vais vous dire avant le début de la projection. Non, quand même 2 ou 3 mots. Vous connaissez sans doute le travail d'Alain Guiraudy. Alain Guiraudy, c'est quelqu'un qui a un drôle de destin parce qu'il a été il a été reconnu très vite, peut-être trop vite, avec 2 moyens métrages qui ont tout de suite eu une assez grande aura, qui sont Du soleil pour les gueux et Ce vieux rêve qui bouge. Et puis, je pense qu'il a eu une certaine difficulté à passer au long métrage. Et le film qui a vraiment marqué pour lui le succès, si je puis dire, la réussite de son passage au long métrage, c'est un film qui a maintenant une dizaine d'années, qui s'appelle L'inconnu du lac, qui est un film très, très sexuel. Et c'est intéressant d'avoir L'inconnu du lac en tête, parce que ce film-ci aussi est à sa façon très sexuel, mais d'une manière qui n'a rien à voir avec L'inconnu du lac. Voilà. Pour le dire d'un mot, les gens ici sont habillés. Et ça n'a l'air de rien, mais voilà. Donc je trouve que si on a suivi le travail de Guiraudy, c'est lui, c'est-à-dire il fait des films comme personne d'autre, en France et je pense dans le monde, et en même temps, il a une évolution très, très intéressante qui est marquée notamment par le titre qu'il a choisi, qui n'est pas n'importe lequel, Miséricorde. Voilà. C'est tout. Peut-être si vous dire simplement que... en fait, il y a une autre singularité de Guiraudy, c'est que depuis quelques années, les films qu'il tourne, les scénarios des films qu'il tourne, sont des adaptations, enfin pas des adaptations un peu compliquées, au sens un peu compliqué, pardon, de romans qu'il publie par ailleurs, parce que Guiraudy est aussi un écrivain, et je trouve un écrivain remarquable. Et ce film-ci, comme le précédent, Viens, je t'emmène, tire ses personnages d'un énorme roman, dont je vous avoue tout de suite que je ne l'ai pas lu, mais il est quelque part chez moi, qui s'appelle Rabalair, qui est publié chez Paul et qui fait plus de 1000 pages. Voilà. C'est une autre singularité de son travail, c'est qu'il écrit énormément, puisque depuis même il a sorti un autre livre, dont le personnage du prêtre que vous avez percevé là est le héros, et qui s'appelle Pour les siècles des siècles. Voilà. Bon, sinon je vous dis à tout à l'heure. Et alors moi j'aime énormément le film, et si vous ne l'aimez pas, vous êtes évidemment libre de partir. Non, de le dire, bien sûr, et qu'on en discute. À tout à l'heure, merci beaucoup. Il y a une lecture très simple du film qui est pas vraiment la mienne, mais je pense qu'elle est difficilement évitable. C'est pas la mienne parce qu'elle est presque machiavélique, c'est de considérer, en effet, comme vous le dites, que ce garçon y arrive, c'est-à-dire qu'il arrive à ses fins. Il vient dans cette famille, et puis il tue le fils et il prend la place du père, comme si ça avait été depuis le départ son intention. Moi, c'est pas du tout comme ça que je vois le film, mais en même temps, quand on voit à la fin qu'il se couche avec Martine, et qu'en plus, manifestement, il revêt le pyjama, il est d'ailleurs pas mal ce pyjama, le pyjama du père, on peut penser que c'est ça. Après, effectivement, quand elle dit en plus, là c'est peut-être un peu tôt, ça donne en effet le sentiment que quelque chose est enclenché qui va aller plus loin et que peut-être son intention à lui était vraiment d'arriver là et d'arriver là prioritairement et que tout ce qu'il a fait avant n'était que des étapes vers ce but. Moi, c'est pas comme ça que je vois le film parce que je vois pas du tout le personnage comme étant un personnage machiavélique et parce qu'en plus, je trouve que c'est laissé de côté les autres personnages du film qui ont leur importance. Walter d'abord, mais peut-être surtout le personnage du prêtre. Donc je pense que c'est plutôt... je ne sais pas ce qui va lui arriver, évidemment, mais je ne dirais pas, je ne dis pas non plus que c'est ce que vous dites, mais je ne dirais pas qu'il est arrivé à ses fins. D'ailleurs, c'est une des choses, je trouve, alors on prend les choses par ce biais-là, pourquoi pas. C'est une des choses que je trouve très belles dans ce film, surtout de la part d'Alain Guiraudy, qui a suffisamment montré dans ses films précédents que filmer le sexe et la nudité ne lui posait pas de problème,
mais c'est un film dans lequel, vous avez vu, il est beaucoup question de coucher avec, et beaucoup question de la force du désir qu'il ne faut pas sous-estimer, entend-on, mais on ne voit rien. Il n'y a pas un baiser, il y a quelques contacts, mais qui sont toujours ambigus, pas simplement parce qu'ils sont ambigus au sens érotique, mais ambigus parce qu'on ne sait pas si c'est des contacts sensuels ou agressifs. Donc là, le film s'arrête là, et je pense que si cette réplique finale, ou la quasi-finale, quand elle dit « c'est un peu tôt », fait rire, parce que moi c'est la 3e fois que je vois le film, c'est aussi parce qu'à ce stade d'avancée du film, on s'est habitué à quelque chose alors moi c'est ce que je dois dire me fascine dans le film, on s'est habitué à quelque chose de tout à fait unique au cinéma et dans la vie, mais enfin surtout au cinéma, qui est au fond la possibilité que, bon là je vais le dire d'une manière qui est pour moi pas la bonne, mais que n'importe qui puisse vouloir aller avec n'importe qui, comme on dit. Voilà, c'est ça qui est extraordinaire dans ce film. Voilà. Vous aurez remarqué qu'à plusieurs reprises... Moi, alors, je continue. Il y a 3 personnages... Allez-y, madame, je vous en prie. Il y a 3 personnages dans le film qui sont présentés et qui sont vraiment, d'ailleurs, qui sont non seulement présentés, mais qui sont réellement des objets de désir pour Jérémy. Et ces 3 personnages, on pourrait les décrire comme 3 personnages qui, ordinairement dans le cinéma, et dans le cinéma français, sont des personnages qui doivent être tenus hors de la sphère du désir. L'un, c'est un homme obèse, et pas spécialement ragoûtant, en tout cas a priori. L'autre, c'est un prêtre. Et la 3e personne, c'est une femme d'un certain âge. Et une chose que fait Guiraudy, qui est tout à fait... Alors je prends un peu le champ dans le désordre, peut-être je reprends plus dans l'ordre dans un instant. Une chose que fait Guiraudy, que je trouve assez extraordinaire, c'est qu'à chaque fois qu'il est question du désir que peut ressentir Jérémy pour ces personnes, soit par Jérémy lui-même, soit par d'autres, dans n'importe quel autre film, je dis bien, je crois n'importe quel autre film, quelqu'un aurait dit, mais t'es sûr que tu veux coucher avec cette personne-là ? Cette femme, elle est plus toute jeune, elle n'est pas de ton âge. T'es sûr que tu veux coucher avec un prêtre ? On ne couche pas avec un prêtre. Cet homme-là, avec son Marcel et en fait, le film dit ne sous-estimez pas la force du désir. Ça veut dire aussi que la force du désir, ou le désir, n'est jamais remis en cause dans le film. Il n'est jamais inscrit dans les codes habituels de la vraisemblance et de la plausibilité qui font que dans un film, et ce sont nos habitudes de spectateurs qui sont formées depuis toujours, dans un film, on sait qu'il y a certains corps ou personnages qui nous sont présentés comme désirables, et on sait que c'est plutôt vers eux que la fiction va s'orienter, et on sait qu'il y a des corps et des personnages qui sont présentés comme étant à l'extérieur de la sphère du désir, et que donc ça ne va pas aller vers eux, quoi. Et quand on regarde un film, on le sait en général dès l'affiche, d'ailleurs. Et je dis ça, moi aussi, s'il y a un acteur magnifique ou une actrice magnifique, forcément mon regard se fixe et s'oriente davantage vers lui ou elle. Et bien là, c'est absolument pas comme ça. C'est pas la première fois que Guiraudy fait ça, mais c'est quand même quelqu'un qui construit un scénario, parce que le film est quand même... Il y a vraiment un scénario, mais qui arrive à construire son scénario et son film en se passant presque absolument de ce qui fait d'ordinaire les scénarios, c'est-à-dire à savoir que dès lors qu'il y a désir, il y a choix, il y a élection. Et que dès lors qu'il y a désir pour X, il n'y a pas désir pour Y. Et que ça crée un rapport qui fait que ce X va prendre une importance particulière que peut-être il a déjà, d'ailleurs, en général, par sa célébrité, par sa jeunesse, par son sex appeal, par le fait qu'on l'a vu dans des... Et là, c'est absolument pas ça. C'est absolument pas ça. D'ailleurs, il y a à plusieurs reprises, il y a même des répliques qui, d'une certaine manière, presque vendent la mèche, mais le film, je ne trouvais pas si explicite. Lorsque Walter dit « mais je ne comprends pas que tu m'aies désiré, qu'est-ce qui te fait penser que je suis pédé ?» Il lui répond « j'ai pas besoin de penser que tu l'es pour avoir envie de toi. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin que tu sois repéré comme un objet de désir possible pour moi, pour effectivement te désirer. » Bon.
Et l'autre aspect, qui est, je trouve, enfin, il y en a plusieurs, mais l'autre aspect, toujours dans cette question que je trouve extrêmement intelligent, mais en même temps, ce que j'aime aussi énormément dans ce film, c'est qu'il est très terre à terre, c'est évidemment la place de la fiction policière. La place de la fiction... Il y a un meurtre, ça ne vous a pas échappé, donc ça fait qu'il y a une enquête, il y a des questions qui sont posées. Et en fait, on s'aperçoit dans le film, alors c'est pas systématique, mais pour moi c'est quasi systématique, qu'à chaque fois que les questions sont posées, notamment par les policiers, alors je trouve le flic absolument extraordinaire. D'ailleurs, je crois que je l'ai croisé hier dans la rue, avec sa femme et ses enfants, mais je n'ai pas osé l'aborder parce que... Bref, mais je le trouve incroyable. À chaque fois que les flics et les autres posent des questions, on a évidemment le sentiment que ces questions s'inscrivent dans le cadre d'une enquête qui est évidemment faite pour trouver le coupable. Et en fait, on s'aperçoit que si quelqu'un répond à une question en donnant une clé sexuelle, en disant « bah non, en fait, hier, on s'est pas battu, on a fait l'amour », que tout le monde va être soulagé parce qu'en fait, c'est l'alibi universel. Donc le flic dit, dans la scène, qui est sans doute la plus grande scène du film, d'ailleurs après je trouve que le film redescend un peu, parce qu'elle est tellement extraordinaire, quand arrive le prêtre et qui filme dans la forêt, qui dit « je m'arrange pour être toujours sur le chemin de Jérémie », et qu'il révèle mensongèrement, mais en même temps ce mensonge va devenir vérité, il l'est déjà un petit peu quand même, enfin c'est faux, ils n'ont pas passé la nuit ensemble. Le policier, lui non plus, ne tient pas un discours disant, mais c'est même pas la question d'un discours moral, il tient même pas un discours sur qu'est-ce que vous faites avec un jeune homme, vous êtes prête? Il leur dit, ah oui, on se doutait bien qu'il y avait quelque chose comme ça, mais pour dire, d'accord, ah oui, c'est effectivement ça, bon, alors tout va bien, et on vous souhaite bien du bonheur, dit-il, avant donc, ça, c'est quand même, je trouve, tout à fait... Et le sommet dans cette logique-là, évidemment la scène qui fait hurler de rire, parce qu'elle est quand même sacrément gonflée, il faut bien le dire, où il invente... En fait, là aussi, je trouve que c'est pas une inversion de ce qui se joue habituellement au cinéma, c'est plus fort que ça. Mais dans le cinéma, en général, il y a quand même un rapport très fort, évidemment, entre le sexe et la culpabilité, entre le scénario sexuel et le scénario policier. Et là, c'est le contraire. C'est comme si je pense que mon expression est plutôt pas trop mal trouvée. C'est un peu l'alibi universel. C'est-à-dire que le policier monte, il trouve le prêtre, il veut vérifier. Alors, bon, maintenant, ce qu'il veut vérifier, mais enfin, en même temps, la vérification lui est offerte. Et au lieu de dire quand même ce que vous faites, c'est pas bien, chacun peut en penser ce qu'on veut, mais en général, chacun peut en penser ce qu'il veut, pardon. Mais en général, c'est quand même ce qu'on entend. Et il a la preuve qu'il voulait, et le flic, pas le flic, mais le prêtre retourne au lit en disant tout va bien, ça marche comme sur des roulettes. Voilà. Ce qui est très très drôle parce que ça semble nous dire qu'à deux choses presque opposées, que c'est une mascarade, mais en même temps, on sait que cette mascarade n'en est pas une, quoi, en fait. On sait que le flic, le prêtre dit que ça marche comme sur des roulettes parce qu'il est arrivé à ses fins. Il voulait le mettre dans son lit, ce jeune garçon. Il l'a mis dans son lit pour de faux, mais en même temps, il l'a mis dans son lit aussi pour de vrai. Bon, et ça, je trouve quand même... Alors, je trouve que... Je l'ai dit presque trop vite, mais moi, ça m'impressionne énormément ce que Guiraudy fait avec le désir et vers qui, d'ordinaire, il s'oriente, parce qu'on est à un moment où on parle quand même énormément, en particulier dans le cinéma, de ce qu'on a, vous avez forcément entendu parler de ce qu'on appelle la question du gaze, le female gaze, le male gaze, c'est-à-dire que le cinéma comme étant, disons, un vecteur particulier pour certains types de désirs, et le cinéma étant décrit à juste titre comme un vecteur, disons, de sexualisation, plutôt des jeunes femmes, plutôt des corps jeunes, plutôt des corps beaux, et plutôt des femmes que des hommes. Et là, lui, c'est même pas, pour reprendre un verbe qui est aussi dans l'actualité, c'est même pas qu'il déconstruit tout ça, c'est que ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. C'est quand même, encore une fois, incroyable qu'il n'y ait personne pour dire « tu veux coucher avec ma mère, mais c'est ma mère, elle est plus toute jeune, elle n'est pas pour toi, etc. » Non, voilà. Donc ça, je trouve, c'est très, très fort. Et pour raccrocher un autre aspect par lequel j'aurais peut-être voulu commencer sans l'intervention de Madame, je pense que cette extrême liberté-là, cette chose quasiment inédite, en tout cas à ma connaissance, permet à Guiraudy de faire par ailleurs un film dont la simplicité de structure
est telle que parfois, elle me... Comment dire qu'on n'est pas très loin d'une sorte de simplisme presque. Alors, pour dire les choses beaucoup plus clairement, vous avez remarqué qu'il y a très peu de personnages, il y a très peu de décors, et je pense qu'il ne faut surtout pas montrer ce film à des étudiants en dramaturgie, parce que c'est très simple, il a choisi qu'à chaque fois que quelqu'un sort quelque part, il rencontre quelqu'un d'autre. Et pourquoi ? Ça n'a aucune importance pour lui. Il filme la forêt comme une scène de théâtre, donc le type va cueillir des champignons, ou se bagarrer, ou enterrer un cadavre, et systématiquement, il y en a un autre qui arrive. Systématiquement. Il se rend chez Walter, il y a Vincent qui vient d'arriver. Il retourne chez lui, il y a les flics qui viennent d'arriver ou qui viennent de partir, et tout le monde l'attend à la table de l'apéritif. C'est-à-dire qu'il a décidé, il traite les différents personnages comme une espèce presque comme du théâtre de boulevard. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui sort du placard. Alors c'est pas un placard, c'est un fourré, ou c'est... Voilà. Alors il le faisait déjà dans le film précédent que j'aimais beaucoup moins, même si j'aime tous ces films en fait, qui est Viens, je t'emmène. Mais là, je trouve ça fait aussi, je trouve, enfin moi souvent, les films que j'aime énormément sont aussi des films, comment dire, où je sens que je peux être sur le point de dire mais c'est absolument n'importe quoi. Parce que ce film est aussi totalement aberrant. Aberrant. Dès que le garçon va quelque part, il rencontre tout le monde. On a l'impression qu'ils sont cachés dans un placard à la queue leu-leu, qui dit c'est à toi de sortir, vas-y, il y en a un qui sort, ok, puis après il dit ils sortent, enfin comment dire, ils disparaissent de la même manière qu'ils apparaissent, c'est-à-dire sans aucun souci de vraisemblance. Le prêtre est là, et puis quand il a dit sa phrase, il dit j'ai une messe, moi j'y vais. Vincent, Walter, ils sont tous de la même façon. Et ils se succèdent, et on a l'impression qu'il y a, je sais pas, comme un petit nombre de pions, un petit nombre de décors, un petit nombre de situations, et puis tac, 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 il les dispose et il les redispose avec une très grande simplicité, et aussi une chose que moi j'aime énormément, je vous dis un peu tout, et puis peut-être on te redit, une très grande lisibilité. Il y a un détail dans le film que j'admire, et pourtant Dieu sait que ça n'est qu'un détail, purement utilitaire, c'est le réveil matin. Le réveil matin, il est là, on le voit une première fois où il ne sert à rien, et ensuite, quand on le voit, on sait qu'il est là pour nous dire quelque chose. On sait que selon l'heure qu'il est, il va plutôt attendre, c'est plutôt un tel ou un autre tel qui va apparaître, et on voit très bien qu'à un moment, il y a le petit point blanc qui apparaît parce qu'il a mis le réveil. Voilà. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait tellement précisément, peut-être pas consciemment, mais qui, quand même, sait de façon tellement précise ce qu'il veut faire, qu'il n'a pas besoin de tricher il n'invente pas des choses, comment dire, invraisemblables ou trop complexes. C'est un film à la fois, je trouve, très 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 sage. Vous avez vu, il n'y a pas de musique, pas de musique du tout. Il y a encore une fois très peu de personnages. Il y a un nombre de situations extrêmement restreint. Mais il n'a pas besoin de nombreux personnages, puisqu'en fait, tout le monde désire tout le monde, et donc ça fait déjà un nombre de combinaisons quand même assez grand. Enfin, presque tout le monde, parce que certains sont quand même hors du jeu, comme la femme de Vincent, on peut se demander pourquoi. Mais je trouve ça un film à la fois extrêmement sage et tout à fait fou. Voilà. Et je dois dire, ça m'impressionne beaucoup. Après, il y a encore un autre aspect qui est, je pense, le plus difficile à appréhender. Et là, je serais vraiment curieux aussi de vous entendre, parce que je dois dire que certaines choses, j'ai le sentiment, m'échappent. C'est l'aspect, disons, métaphysique du film, tel qu'il est exprimé, principalement dans, je crois, 2 scènes. La scène de la confession, évidemment, inversée, et la scène du non-suicide. Dans l'une et l'autre scène, il se dit des choses quand même que je trouve, moi, pour certaines, assez difficiles à avaler. Alors, je ne prétends pas que Guiraudy parle à travers la bouche du prêtre. Je ne prétends pas non plus que, même s'il parle à travers sa bouche, il voudrait nous en convaincre. Mais de la part d'un prêtre, cette défense du meurtre, puisqu'il s'agit quand même de ça, il dit c'est très bien qu'il y ait des morts inattendues, c'est très bien qu'il y ait des meurtres, moi me sidère, je dois dire. D'autant plus que, vous l'avez évidemment compris,
ce plaidoyer, si je puis dire, ou cette homélie en faveur du meurtre, elle n'est pas du tout portée par un cynisme, elle est portée par une croyance dans l'amour et par une croyance dans la continuité de la vie. Ça, je suis assez scotché, si je puis dire, par cette... qui n'est pas du tout quelque chose, il me semble, il faudrait revoir les films, mais qui intervient dans les films précédents. Mais manifestement, c'est quelque chose qu'il prend quand même assez au sérieux. D'abord parce que ce sont 2 monologues qui sont très beaux. Et puis, dans le livre que j'évoquais tout à l'heure, qui s'appelle « Pour les siècles des siècles », donc bon, on sait d'où vient cette expression, cette formule, et qui prend la suite de cet énorme roman qui s'appelle Rabelais, et qui prend aussi d'une certaine façon la suite de cette histoire. La prémisse de ce roman, c'est le jeune garçon, donc Jérémie, meurt et son esprit fusionne avec celui du prêtre. Donc ils sont 2 esprits dans un seul corps, et ce garçon se trouve donner la messe pour la première fois en compagnie du prêtre et découvre la beauté de la liturgie, quoi. Voilà. Et lorsqu'il est question du corps du Christ, Guy-Rodi, de manière toujours un peu souriante, nous fait part quand même des pensées du garçon, parce que c'est lui qui est le narrateur, et se dit, tiens, c'est quand même bizarre, ça ressemble un tout petit peu à ce qui... Enfin, ça fait écho à ce qui est en train de nous arriver. Donc, tout ça pour dire que le film est très... Évidemment, vous l'avez vu, pas du tout anticlérical, mais même peut-être, on pourrait presque dire qu'il est porté par une foi... Enfin, il peut être porté par une foi sincère. Voilà. Là, je vous sens perplexe. Mais parce que je le suis un peu aussi, en fait, par rapport à ça. Non, je voulais juste rebondir sur ce que tu expliquais sur la question du désir, qui, effectivement, chez Guy-Rodi est assez frappante, de cette possibilité, en fait, que le désir, en fait, s'adresse à des corps qui, d'habitude, n'en sont pas l'objet, quoi. Et donc, c'est à la fois surprenant et, d'une certaine manière, assez réjouissant, en fait, souvent dans ses précédents films. Mais là, il y a quand même, il me semble, enfin, je n'ai pas en tête tous ses précédents films, mais il me semble qu'il y a une dimension supplémentaire, en fait, qui est quand même liée à une forme d'interdit, puisque le personnage de la mère, à la fin, il y a quand même une dimension derrière, je sais pas, un peu incestueuse, puisqu'il y a enfin, c'est pas son fils, mais il y a un petit peu cette dimension-là, parce qu'en plus, très peu de choses sont expliquées sur le passé. Comment moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il était apprenti, probablement. C'est ce que quelqu'un m'a expliqué lors d'une précédente conversation, que je n'avais pas bien compris. Oui, il était sans doute apprenti boulanger. Et on ne sait pas très bien la relation avec le père, donc en fait, qui potentiellement a pu être une relation véritablement amoureuse. Et donc là, à la fin, pour moi, il y a cette dimension aussi incestueuse qui est là, et qui est une forme de tabou aussi qui est brisée, et qui me semble un peu nouvelle, je crois. Enfin, Mais alors, moi, j'ai pas revu les films de Guy-Rodi précédents, mais je vais les revoir parce que c'est quand même une histoire qui m'intéresse beaucoup. L'inconnu du lac. Dans l'inconnu du lac, le désir circule beaucoup parce que ça se passe dans un endroit au bord d'un lac, l'été, de rencontres homosexuelles. Donc là, l'endroit est fait pour ça. Mais dans l'inconnu du lac, vous vous souvenez, si vous l'avez vu, l'inconnu du lac, c'est un type, un Apollon, un type à la fois très beau et dangereux puisqu'il tue des gens. Et l'autre, qui est véritablement le héros du film, est joué par Pierre Deladonchamp, qui est un jeune homme, disons, bien sous tout rapport, quoi. Et donc dans l'inconnu du lac, d'abord il y a un lieu qui est fait pour ça, qui est fait pour que un tel aille avec un tel presque sans discrimination. Encore que dans l'inconnu du lac, il est clair que cet inconnu, il règne sur le lieu par sa beauté, quoi. Bon, voilà. Donc il y a quand même un chemin qui a été parcouru depuis, je dirais d'au moins 2 façons. C'est que là, même si on a quand même au centre un jeune homme, qui est bizarre parce qu'il est à la fois jeune et pas jeune, je trouve, il a un drôle de truc. Mais il me fait énormément penser à un acteur qui a totalement disparu du champ, et qui peut-être même est mort, qui était un acteur assez important dans les années 70, qui s'appelle Jacques Spicer. Il lui ressemble beaucoup, beaucoup. Mais bon. Donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, d'abord, la question de la beauté ne se pose quasiment pas. Hein. Il n'y a pas, encore une fois, je le dis parce que c'est très important, il n'y a pas de remarque
qui est faite sur oui, je ne trouve pas d'autre mot, même s'il est un peu pédant, sur la plausibilité du désir. Mais pourquoi tu désirerais telle personne? Elle n'est pas belle, elle n'est pas riche, elle n'est pas jeune, elle n'est pas ceci, elle n'est pas cela. Il n'y en a qu'une seule, c'est quand tu lui dis qu'est-ce qui te fait penser que je suis pédé. Voilà, c'est tout. Dite par Walter. Donc il y a ça, et puis, peut-être pour répondre un peu plus à ta question, il y a, et la question de madame tout à l'heure, lorsque le prêtre parle de la force du désir, c'est peut-être la première fois dans un film de Guiraudy qu'on peut l'entendre, je dirais presque au sens propre, c'est-à-dire la force du désir ne veut pas dire réalisation du désir. Si le film s'arrête sur la main, c'est très beau quand on dit la main pour l'instant, oui. Si le film s'arrête là, c'est pour nous laisser peut-être en effet envisager ou imaginer ce qui peut se passer plus tard, qui est qu'ils vont se mettre ensemble et donc passer des nuits ensemble, mais c'est aussi pour nous dire, c'est pas ma question à moi. C'est aussi une façon pour Guiraudy de dire, je ne suis plus dans cette réalisation du désir qui m'a occupé et qui m'a permis aussi à moi, Guiraudy, comment dire, de casser ou de franchir certains, disons, tabous du cinéma commercial, parce qu'après tout, c'est quand même L'Inconnu du lac, c'est quand même un film qui est pas très, enfin. Je ne sais plus s'il a fait l'objet d'une interdiction, mais on n'est pas très loin d'un film, disons, érotique, voire un film pornographique. C'est comme s'il disait, OK, ça, je l'ai fait, et c'est pas que ça m'intéresse plus, mais maintenant, je m'intéresse à autre chose. Et moi, c'est peut-être là aussi que l'élément religieux intervient, c'est-à-dire la force du désir, c'est peut-être aussi la force de la foi, c'est-à-dire, bon, je désire un tel ou je crois en quelque chose, ça ne veut pas forcément... De même que quand on croit, on n'a pas besoin de toucher, puisque de toute façon on ne peut pas. Là, c'est un peu la même chose. Alors, la dimension incestueuse, je ne sais pas, parce que moi, ce que j'aime dans le film, c'est que je le trouve très... Pour utiliser un gros mot, il a un côté utopique, disons, voilà. Mais le film a aussi une face très sombre. Et je me posais la question, parce que comme je l'ai vu déjà plusieurs fois, que mes idées sont pour certaines déjà en place, je me disais, bon, il faut quand même que je me renouvelle un peu, ne serait-ce que pour moi. Je me disais, on pourrait aussi poser la question comme ça, est-ce que c'est un film sec ou est-ce que c'est un film humide? Parce que le truc sur l'humidité est très fort. Le sous-bois, les champignons, les feuilles, la pluie. Et en même temps, c'est quand même aussi un film sec, dans le sens où il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas de baiser, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de toutes ces choses. Encore une fois, Guiraudy nous a démontré que non seulement elle ne le gêne pas, mais il a pu les rechercher. Et je pensais à ça aussi par rapport à ce détail qui est extrêmement important et qui est presque qui est un peu une des signatures du film, mais qui pour moi est un peu incongru aussi par rapport au reste, qui sont alors j'y connais rien en champignons, à chaque fois j'essaie de... C'est quoi les morilles, voilà, décidément. Les morilles qui poussent sur le cadavre. Bon, ça fait partie... C'est presque trop clair, disons. C'est une manière de dire, OK, bon, on l'a tué, mais il n'empêche ça peut-être, je sais pas, sa mort aura été bonne à quelque chose, parce que l'humus, il nourrit la terre, et puis ces champignons que tout le monde cherche depuis le début, il les fait éclore. Et on voit bien aussi, ça rejoint, enfin, c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'un des monologues du prêtre. Il faut que la vie continue, etc. Mais en même temps, je trouve que c'est un film qui, quand je dis humide, c'est pas un film qui est très charnel, quoi. Il y a moi je trouve, c'est un film il a un côté quand même aussi très, très carré, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois, quelqu'un sort, il fait une rencontre, il va à gauche, il fait une rencontre, il va à droite. Le film a un côté très géométrique, quoi. Et ça rendrait d'autant plus curieux, évidemment, de savoir ce qu'il va faire ensuite, parce que je pense que le fait, encore une fois, qu'il s'arrête sur ce seuil-là, c'est peut-être une manière de nous dire j'en ai fini avec ça, en fait. J'en ai fini avec oui. Le film a aussi une manière de nous dire, je me répète, le désir c'est déjà énorme, le désir. Et le désir, et ça aussi, je trouve que cinématographiquement, ou disons peut-être d'abord d'un point de vue narratif, c'est assez fort. C'est une façon de dire, c'est pas parce qu'un tel personnage en désire un autre que ce désir doit à un moment, disons, il y a peut-être rien après, en fait. Il n'y aura pas... Par exemple, c'est un cinéma dans lequel il n'y a pas du tout, surtout dans ce film, de séduction. Il n'y a pas de séduction. C'est quand même incroyable. Et il n'y a pas... donc il n'y a rien de ce qui va avec la séduction, c'est-à-dire, je ne sais pas, la manipulation, la coquetterie, l'embrouille, enfin, bon, là c'est des mots pas très positifs, mais
l'embobinage, il n'y a pas de séduction. En revanche, il y a quelque chose chez lui qui a toujours été chez lui et auquel moi je suis extrêmement sensible. Il y a beaucoup de bon sens. Les gens disent je suis venu te voir, pourquoi ? J'avais envie de te voir. Ah bon ? Tu sais, je t'appréciais. Il y a beaucoup de choses comme ça qui sont du bon sens. Et il arrive à conjuguer, à mettre désir et bon sens dans le même panier, si je puis dire. Même panier de champignons. Mais alors que le désir, d'un point de vue narratif, et si c'est d'un point de vue narratif, c'est que c'est vrai dans la vie aussi, le désir en général c'est un détour. Le désir a besoin de détour. Est-ce que là il y a encore du détour ? On peut considérer qu'il y en a si on suit la lecture que je donnais tout à l'heure, à savoir que ce garçon, en fait, depuis le début, voulait finir là, dans le lit. Donc il a quand même dû un peu zigzaguer, et tout le reste n'aura été que des zigzags. Mais moi, c'est pas la thèse que je voudrais que je favorise, parce que c'est pas celle qui me plaît le plus. Voilà. Moi, ce que j'aime, c'est l'idée qu'au fond, ils sont tous égaux. Qui sont tous égaux narrativement, et que même on pourrait penser qu'il se passe même quelque chose avec le flic, j'en sais rien. Et ça, je trouve ça assez génial. Bon, pardon, je dis beaucoup de choses, mais c'est vrai que le film n'est pas aussi lumineux que ce que je décris, et que peut-être, effectivement, comme tu le dis, il reste du tabou. On peut prendre aussi, pardon, je dis beaucoup de choses, on peut prendre aussi d'un autre aspect, c'est que c'est quand même une histoire de père qui meurt, et que ça, c'est quelqu'un qui me le faisait remarquer, parce que lors d'une précédente discussion, le deuil est totalement absent du film. Ce que le deuil peut produire, le deuil est totalement absent. Il y a d'autres sentiments, difficiles, mais pas le deuil. Le fils, alors, pas pour la petite histoire, parce que c'est pas inintéressant, Vincent, donc celui qui meurt, est joué par Jean-Baptiste Durand. Jean-Baptiste Durand, c'est le réalisateur des Chiens de la Casse. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Et quelqu'un m'a raconté, je sais plus qui, mais peu importe, qu'en fait, le film s'est tourné dans sa région, et il est allé voir Guiraudy, et je crois que Les Chiens de la Casse n'étaient pas finis, en tout cas pas sortis, et il s'est présenté à lui parce qu'il se disait tiens, voilà une occasion, et Guiraudy ne savait pas qui il était, ou voilà qu'il avait fait ce film. Bon, je ne sais plus ce que je disais, bref, peu importe. Je voulais savoir comment vous expliquez le fait que le gendarme a une clé pour entrer. Est-ce qu'il avait des relations avec... Il a une clé, vraiment ? Ah oui. Mais on nous dit qu'il a un pass dans toute la ville. Oui, j'ai pas d'explication. C'est bizarre cette histoire-là. J'ai pas d'explication, mais enfin c'est qu'une. On a l'impression que Martine a eu des relations avec le gendarme, puisque. C'est pas impossible. Vous savez, quelqu'un m'a dit dans de précédentes discussions, encore une fois, que ce plan que je trouve très émouvant du prêtre qui essuie le visage de Vincent mort. Alors que moi, je l'avais vu comme un geste de prêtre, c'est-à-dire comme quelqu'un qui a quand même... voilà, quelqu'un m'avait dit, tiens, ça nous permet de supposer que peut-être ils ont été aussi amants. C'est aussi un film, et ça, je ne suis pas tout à fait au clair, c'est aussi un film dans lequel tout ce qui s'est passé avant ce que le film raconte, enfin ce que le film montre, reste peu clair. Est-ce qu'il faut le porter à son crédit ou pas ? Ça reste peu clair. Quels étaient les rapports exacts de Vincent et de Jérémy avant, on ne sait pas. Quels étaient les rapports exacts de Vincent et de Walter, puisqu'on dit jalousie ? Quels étaient les rapports exacts de Vincent et du père décédé ? On sait qu'il l'aimait, mais est-ce que... Et on sait que Martine le savait, puisqu'elle lui pose la question, je crois directement, est-ce que tu l'aimes toujours ? Tu lui as dit, elle lui pose cette question, oui, voilà. S'il ne lui a pas dit... C'est ça, s'il ne lui a jamais dit, c'est sans doute qu'il ne s'est jamais rien passé entre eux. Voilà. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, en tout cas, qui restent non dites. Oui, vous insistez beaucoup sur le désir, et moi je vois pas trop le désir, je vois vraiment la perversité, la jouissance. C'est-à-dire que c'est lié, hein. Oui, mais... Pardon. Qu'est-ce que vous entendez par perversité, c'est-à-dire en l'occurrence ? que c'est un jeune qui arrive et qui a raté sa vie, il n'est pas marié, il n'a plus de boulot, il arrive dans son petit village et il s'aperçoit que tout le monde le regarde en fait. Et la toute première image quand il va voir Walter et qui lui dit je croyais que tu m'aimais pas, t'étais hautain. Enfin, c'est comme une étincelle. Ah bon, j'étais naturel, et en fait on me prenait pour quelqu'un d'autant, donc quelqu'un qu'on peut regarder. Et du coup il s'aperçoit en fait de sa puissance en fait dans ce petit village où tout le monde s'embête, où il n'y a rien à faire, et il manipule les gens
Parce qu'il n'a pas de désir pour qui que ce soit, en fait. Non, mais donc si je comprends bien ce que vous dites, vous rejoignez un petit peu ce que je présentais moi comme la première lecture, à savoir qu'il arrive à ses fins. Alors moi, c'est pas ma vision du film, mais je reconnais je pense qu'il n'y avait pas de fin. Mais qu'elle se fabrique en cours de route, vous voulez dire? Elle se fabrique tout à fait en cours de route. Bah, c'est pas ma vision, mais je suis bien obligé de reconnaître qu'elle a sa pertinence. Ouais. Alors après, là, je vous trouve dur quand vous dites qu'il a raté sa vie, parce que le film, à dessein, est très joueur de ce côté-là. D'abord, il dit j'ai une copine, oui, mais pas vraiment. Mais enfin, on comprend quand même que c'est depuis 4 ans et qu'ils vivent ensemble jusqu'il y a quelques jours. Donc, c'était pas simplement une amourette. Et par ailleurs, il a quitté son dernier travail, et là, ça fait d'ailleurs l'objet d'une discussion, seulement depuis 3 mois. Donc là aussi, c'est flou. Mais, alors moi, je le vois pas du tout comme ça, le personnage. Mais c'est vrai, ce que vous dites, et d'ailleurs, non seulement c'est vrai, parce que enfin, moi, ça résonne, mais aussi parce qu'il y a certains éléments dans le film qui vont directement dans ce sens, comme lorsque Vincent, qui va quand même finir par être éliminé, dit « il l'aime tous, ce con », ou un truc comme ça. Donc, effectivement, on peut voir le film... Je pense qu'on peut voir le film comme quelqu'un qui, comme vous l'avez très bien dit, réalise, sans l'avoir du tout prémédité, et que ce serait la raison pour laquelle il reste, l'ascendant, oui, c'est ce que vous dites aussi, oui, l'ascendant, et qui revient là un peu penaud, quelque chose comme ça, et qui comprend que les gens, comme vous l'avez très bien dit aussi sur le côté arrogant ou hautain, que les gens le regardent un peu, et qu'il se sent grandi par ce regard. C'est ce que vous dites. Oui, tout à fait. Bon, moi, je vois pas le film comme ça, mais en même temps, la question que je me pose, c'est que c'est peut-être presque impossible si on considère qu'un des sujets ou un des moteurs du film, c'est le désir, on peut pas le désir quand même, on peut pas le... Comment dire, ça reste quand même une matière un peu... c'est sulfureux par définition, voilà. C'est-à-dire tout le monde le désire, mais lui, il manipule. L'avers, c'est vrai, parce que c'est quand même lui qui manifeste son désir auprès de Walter. C'est lui qui manifeste son désir auprès de Martine. Quand il se couche à la fin auprès d'elle, il est radieux. Le prêtre, c'est un peu plus compliqué. Et c'est d'ailleurs le prêtre qui tient un discours sur l'amour qui est bizarrement, ça fait d'ailleurs partie des choses étranges, qui est bizarrement, je trouve pas le mot, mais quand il dit, Jérémie lui dit l'amour ça se commande pas, et l'autre il répond si ça se commande. Un discours volontariste sur l'amour, un discours comme ça un peu, pas de manipulation mais de décision, c'est le prêtre. Donc je sais pas. Moi je le trouve, je l'adore ce personnage de Jérémie, mais je le trouve innocent, mais enfin il tue quand même quelqu'un, donc on peut pas vraiment dire qu'il soit innocent. Et comme on l'a tous vu, parce que j'ai entendu des petits hauts de cœur dans la salle, il le tue vraiment. C'est très clair. Et la scène est très bien faite. D'abord il se bagarre déjà. La gradation est parfaite au début du film. D'ailleurs tout le film, c'est vraiment un film où à chaque nouvelle scène, on sent qu'un pas nouveau est franchi, parce que vous avez vu, d'abord ils se battent 2 fois, ou même je crois 3 fois déjà en fait. Ils se battent une première fois pour rire. Une deuxième fois, c'est Vincent qui a le dessus. Une troisième fois, c'est Jérémie qui a le dessus en disant « Tu vois qu'avec l'effet de surprise, je suis le meilleur ». Et la 4e fois, il le tue. Et quand il le tue, vous avez vu, il se bagarre. Ensuite, il prend un morceau de bois pour l'assommer. Et ensuite, une pierre. Donc, il n'y a pas de... C'est un accident, mais en même temps, c'est un accident, si on peut dire, prémédité, pour autant que ça ait du sens. Donc, c'est... Mais pour moi, c'est un personnage que je continue à... Je sais pas, que je continue à aimer. Oui. Bon, peut-être tout simplement parce que c'est lui qu'on suit. On passe notre temps à le suivre. En fait, on n'arrête pas de le regarder, marcher, voilà. Madame, pardon. Oui, alors en fait, ce film m'a interpellé dès le début avec un autre réalisateur qui s'appelle Bruno Dumont, je sais. Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le rythme du film, les gros plans sur les personnages. Et en même temps, il y a quand même toujours cette émotion en se disant mais c'est volontaire ou pas volontaire. Au final, peut-être qu'on peut lui laisser l'innocence et le moment présent dans un contexte particulier dans lequel il est plongé, immergé, qu'il n'avait pas forcément choisi initialement, mais dans lequel il est replongé au final avec un passé dans ce village. Donc plutôt ce côté, il passe acteur de scène, mais dont il ne maîtrise pas tout et peut-être donc sans prédémitation. Bon, voilà. Avec cette approche de Dumont, oui. Alors, je vous réponds sur Bruno Dumont. Alors, si je peux me permettre, je vais y réfléchir plus tard à cette comparaison, parce que c'est quand même 2 cinéastes au départ très éloignés. Mais là, en effet, je pense qu'il y a une rencontre. Alors, Dumont, lui, la foi est un de ses sujets depuis longtemps, mais qu'il a traité toujours de manière très terre-à-terre.
l'attachement. Alors, Guy-Rodi, c'est l'Aveyron, les paysages sont très importants chez Guy-Rodi. Le rapport au paysage, je dirais, plus important chez Guy-Rodi que le rapport à la terre. Chez Dumont, c'est vraiment la terre, et puis c'est le péché. Évidemment, s'il s'intéresse à la foi, il s'intéresse enfin, voilà. Donc le péché est très fort chez Dumont. Là, mais effectivement, il y a quelque chose. Là, je suis d'accord avec vous, oui, parce que il y a une drôle de rencontre entre les deux. Alors que Bruno Dumont est quand même, je pense, le cinéaste le moins homosexuel qu'on puisse imaginer. Enfin, il n'est pas le seul, mais oui, il y a... Oui, mais moi j'ai l'impression que Guy-Rodi, mais encore une fois je vais réfléchir, je pense que Guy-Rodi, il est porté par une... comment dire, c'est aussi pour ça que le film fait rire, c'est que je trouve que il n'y a que des personnages positifs dans les films de Guy-Rodi. Voilà, c'est pas du tout il a... je sais pas, alors moins dans celui-là, mais si vous avez vu les autres, tous ces films précédents étaient plus drôles, plus truculents, il y a un côté toujours... oui, il y a un côté, pas angélique, mais presque, alors que Dumont, lui, il part de l'idée que l'homme rampe dans la boue et que pour s'en sortir, il va falloir se battre. Mais les deux sont... Bon, pardon, moi je sais il y en a un que je préfère, mais Bruno Dumont est un cinéaste pour lequel j'ai beaucoup, beaucoup de respect, même si je me sens moins proche, disons, de son... Ouais. Mais oui, c'est vrai. Le retour au village, mais là, vous voyez, c'est marrant parce qu'il filme, on comprend bien qu'il filme un trou perdu, et qu'il le filme comme un trou perdu, hein, c'est pas mon jugement. Vous avez vu les panneaux à vendre, tout, hein, on croise pas beaucoup de monde dans ce village, donc c'est très clair. Mais il n'y a pas ce sentiment de monde abandonné de Dieu, comme qu'on peut trouver chez Dumont, dans La vie de Jésus, et puis dans ce film qui est son avant-dernier film, parce que j'ai pas vu le tout dernier, mais France, je sais pas si vous vous souvenez de ce film, le film qu'il a fait avec Léa Seydoux sur la télévision, qui est un truc très bizarre pour lui, très inhabituel, parce que jusqu'à présent, il filmait plutôt la campagne, le Nord. Non, c'est vrai qu'il y a un croisement, ouais. En même temps, le paysage... Ne vous disputez pas, parce que je crois que vous êtes venus ensemble, donc ne vous disputez pas. En même temps, le paysage... Non, j'ai pas besoin... Mais si, il le faut, je pense, madame, pardon. Ah, d'accord. Je dis en même temps, le paysage, il m'a semblé que c'était un personnage à part entière. C'est comme un changement de scène à chaque fois. Non, mais le paysage est très important. Voilà. Et il est très important, et je trouve que... Comme moi, je suis comme tout le monde un spectateur très basique. À plusieurs reprises, je me disais, mince, c'est dommage que j'habite pas dans un coin comme ça, c'est quand même hyper beau. La forêt est magnifiée, elle n'est pas du tout filmée, même si c'est là qu'on tue, elle n'est pas filmée comme un... Enfin, elle est belle. Elle n'est pas sombre. Elle est belle, elle n'est pas sombre, il y a même, parfois, on peut se dire que... mais ce ne serait pas le premier à faire ça, elle est aussi filmée comme une église, enfin ça, c'est des choses qu'on connaît. Mais chez Guy-Rodi, c'est le paysage, je redis, chez Dumont, c'est plus la terre, il n'y a pas... Voilà. Mais oui, le paysage est très présent. Même le crime, excusez-moi, enfin, on n'arrive pas à lui en vouloir à Jérémy. Il n'apparaît pas comme un assassin, comme quelqu'un de mauvais. Non. Et d'ailleurs, je pense que c'est un accident plus qu'un meurtre. Bon, il va quand même chercher une pierre, donc ce qui est sûr, c'est qu'il ne voulait pas lui faire un bisou. C'était pas prémédité, c'était pas... Non. Il n'a pas été dans la forêt pour tuer cette personne-là. Non, mais... À ce propos, la conversation qu'il a avec le prêtre, ou plutôt ce que lui dit le prêtre, c'est quand même très bizarre, parce que le prêtre dit « je ne pense pas qu'il soit un meurtrier en puissance ». Alors non seulement il n'est pas un meurtrier en puissance, parce qu'il est un meurtrier en acte. Donc c'est quand même bizarre de dire un meurtrier. Et puis quand il discute avec lui au bord du précipice, si on peut dire, il lui dit aussi un truc du genre, il lui dit « ah mais le prêtre a l'air de trouver que c'est bien qu'il ait vraiment voulu tuer ». Oui, parce qu'en gros, ça montre qu'il n'a pas été pris par une impulsion, mais ça montre qu'il est resté, maître de ses moyens. Alors que, là encore, disons, dans la morale commune, c'est plutôt l'inverse. C'est bon, vous l'avez tué parce qu'il voulait la chercher. Non, il dit, pour le prêtre, c'est bien. Il dit, mais vous avez quand même voulu le tuer. Il lui dit, oui, mais c'était sur le moment et tout. Mais moi, je n'en veux pas du tout au personnage de Jérémy parce que... Le prêtre est choquant, je trouve, quand même. Vous le trouvez choquant ? Ah oui. Mais moi aussi, je le trouve un peu choquant, j'avoue. Pas du tout pour les questions de mœurs. La confession, voilà, puis l'apologie de la mort, non, c'est pas ça un prêtre, mais la religion. Mais là, je serais curieux d'entendre Guy-Rodi, c'est un film dont on va beaucoup parler, au moins dans la presse, donc il y aura des entretiens. Vous avez vu que le discours du prêtre, c'est à la fois un discours, on va dire, métaphysique, qui est particulier, mais c'est aussi un discours qui se veut actuel, puisqu'il dit on est dans un monde où en fait
on est tous plus ou moins les assassins, donc il faut arrêter de... Moi, je ne dis pas du tout que je suis d'accord avec ça, ça me heurte un peu aussi, mais il le dit, ça, il dit, on sait très bien, et la réponse que fait Jérémy est assez belle quand il lui dit, non, mais c'est pas pareil, parce que c'est loin, il lui dit, vous êtes sûr que c'est une vraie différence ? Et c'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est une vraie différence, en effet, sachant qu'aujourd'hui, en effet, on laisse quand même beaucoup de gens mourir. Enfin, quand je dis aujourd'hui, vraiment aujourd'hui. Donc c'est très étonnant, et la confession à l'inverse, met Jérémy, en tout cas, dans une très fâcheuse posture. Donc le prêtre est un peu manipulateur. C'est peut-être, en vérité, peut-être le plus manipulateur. Il n'est qu'à voir comment il le met dans son lit. Attendez, madame, je vous repasse. Madame. Oui, alors pour revenir à Bruno Dumont, moi j'y ai pensé beaucoup pendant le film, pour 2 raisons. D'abord, le couple de gendarmes qu'on retrouve chez Bruno Dumont, et qui sont à la fois drôles et invraisemblables. Ah, vous pensez au Petit Quinquin ? Oui, à Petit Quinquin, entre autres, oui. Et je trouve que les dialogues, c'est pas les mêmes, mais ce couple de gendarmes, ils finissent par accepter beaucoup de choses finalement. Et j'ai pensé aussi à Bruno Dumont parce que ces 2 réalisateurs, ils arrivent à nous faire accepter des choses qui sont presque inacceptables, comme vous disiez tout à l'heure, dans un scénario, ils nous font passer, et finalement, tout au long des films, on adhère, quoi. C'est ce qui est formidable. Alors après, quand on retombe, on se remet à réfléchir, et voilà, qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, où il a voulu nous emmener. Et quand vous dites faire accepter les choses inacceptables, vous pensez à quoi, par exemple ? Inacceptables, qui sont étonnantes. Alors moi, je les accepte, comment dire, je suis prête à tout écouter, et d'autant plus que, je fais un petit détour, ce film est tourné, si j'ai bien compris, près de Florac, le Mont-Aigoual, on connaît cette région, c'est effectivement les gens vivent très isolés. Et ce que je trouvais intéressant dans son film, c'est que comme on vit seul, d'abord on peut déraper, chacun dans son coin, et ces portes comme ça qui s'ouvrent, qui se ferment, tout le monde se croise, mais sans vraiment se rencontrer, chacun vit son truc et en même temps raconte sur l'autre. Et on est content quand même de se faire. Et tout ça, c'est vraiment le monde de gens qui vivent isolés, où on peut déraper. D'ailleurs, j'ai pensé aussi au juge et assassin, qui se passe aussi dans ces régions centrales de France, où en fait, on peut complètement sortir de l'ordre social. Oui, mais le juge et l'assassin, c'est le film de Tavernier, un de ses premiers films. C'est un film qui se veut très moralisateur. Oui. L'ancienne génération. Je dis ça parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. L'ancienne génération, la nouvelle génération. Oui. C'est une adaptation de Simon, c'est ça, je crois. Il me semble. C'est beaucoup plus moralisateur que ne le sont les livres de Simon. Mais bon. Oui, mais je vous posais la question avant, parce que je pense que là tout le monde est en train de partir. Mais, on reste un petit groupe. Donc, merci à vous, pardon. Non, mais parce que je vous posais la question sur les choses inacceptables, parce que ce que je voulais dire tout à l'heure sur le thème, on pourrait presque dire le thème désir, vraisemblance et scénario. Moi, je trouve que ce que fait Guiraudy, au fond, devrait être aussi acceptable, voire plus acceptable que ce à quoi le cinéma nous a habitués, à savoir que certains corps sont comme marqués, désirables, et que d'autres ne le sont pas. Alors, moi, je veux pas du tout. Ce serait très facile de faire tout un discours démagogique en disant, en gros, les moches aussi ont le droit. C'est pas du tout ça. Heureusement que c'est pas ça. Et d'ailleurs, vous avez remarqué que dans le film de Guiraudy, ça, c'est une différence marquante avec Bruno Dumont. Même Walter, qui a quand même une dégaine pas possible, n'est pas du tout montré comme un... C'est pas les déchiens, quoi. C'est pas du tout ça. Il arrive presque plus à être indifférent. On pourrait imaginer que surgisse tout à coup un Brad Pitt ou quelque chose comme ça, et il viendrait simplement prendre sa place avec les autres. C'est pas du tout un parti pris de folklore en disant « moi je vais filmer des gueules ». C'est pas des gueules. C'est ça qui est fort. C'est pas des... Alors les gueules, ça peut être beau aussi, mais parfois chez Dumont, c'est limite. Lui, c'est pas des gueules, c'est pas ça. C'est l'idée que alors, en revanche, une chose qui est curieuse, c'est que le désir est très fort, mais c'est vrai qu'il ne nous explique pas du tout d'où il vient. Par exemple, le désir qu'il a pour Walter, on comprend qu'il l'avait déjà avant.
voilà. Alors, avec le prêtre, c'est pas pareil. Mais le désir qu'il a pour Martine, on peut penser aussi qu'il l'avait déjà avant. Bon, oui. Voilà, pardon. Mais moi, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je trouve que ça nous met, ça fait, en tout cas pour moi, une expérience du film qui est extrêmement agréable parce que il ne joue pas, je dirais, sur l'attente du spectateur. Voilà. C'est un film dans lequel il n'y a pas non plus de suspense parce qu'on se dit pas tiens. Entre eux, il va forcément se passer quelque chose. Vous voyez, toutes les scènes sont aussi importantes, puisqu'il n'y a pas les scènes avec les personnages principaux, encore une fois, je répète, qui sont beaux et ceci, c'est les personnages secondaires qui le sont moins. Toutes les scènes sont importantes. Et c'est aussi ce qui lui permet d'avoir cette dramaturgie très simple, où en gros, il sort le personnage de son chapeau quand il veut, parce que tous les personnages peuvent prétendre à la même importance, au même statut, quoi. Et ça, moi, je dois dire que ça me... Ah oui, je trouve ça assez fabuleux. Oui, et ce qui est... D'ailleurs, on remarque effectivement, comme vous disiez, à propos des différentes personnes qui sont désirables, et c'est vrai que c'est rare dans des films. En général, c'est des belles nanas, des beaux mecs. Enfin bon, c'est un peu énervant. Oui. Parce qu'on a presque, à part les envies, on ne peut pas s'identifier parce qu'on peut difficilement être de leur niveau. Alors que là, c'est énervant et ça a donné lieu, pardon, je vous interromps, et ça a donné lieu à des films géniaux qu'on a tous énormément aimés. Mais on aimerait que d'autres possibilités existent. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est que, je pense que vous l'avez remarqué aussi, c'est que les décors, les intérieurs et les vêtements sont ordinaires, quoi, ceux qu'on peut rencontrer. Enfin, je dirais pas campagnard parce que il est quand même boulanger. Et c'est rare aussi de voir. Alors, Bruno Dumont, lui, il est dans la fange, il en rajoute. Dans la fange, exactement. Mais là, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des gens qu'on rencontre dans la rue. Enfin, bon, pas ici parce qu'on n'est pas ruraux. Effectivement, alors quand je dis inacceptable, non, j'ai pas utilisé le bon mot. Par exemple, le personnage principal de Jérémy, moi je suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai entendu, je suis plutôt d'accord avec vous. C'est qu'en fait, il arrive et puis on a presque l'impression qu'il est... Bon, il va jusqu'au meurtre, mais il est comme s'il était porté, à aucun moment, à aucun moment, je me dis qu'il est venu avec une idée en tête, quoi. Non, mais alors moi, je suis plutôt d'accord avec vous, mais je retiens aussi ce que dit Madame, parce que et je vais y repenser aussi, parce que quand même, bon, je veux dire, il tue quelqu'un, le père est mort, il tue le fils, il finit dans le lit de la mère. Je sais pas, il y a un scénario comme, c'est quand même un scénario un peu trouble, quoi. Mais on n'a jamais accès. Vous dites, il n'a pas prémédité. Il y a beaucoup de plans sur lui silencieux, et il y a beaucoup de plans sur lui où, en gros, on comprend qu'il est en train d'adapter sa version parce qu'il passe son temps à mentir. Oui, il n'est pas le seul. Non, il n'est pas le seul, mais c'est quand même beaucoup lui parce qu'il passe son temps à mentir. Mais c'est vrai que, en dépit de ça, ces mensonges, comment dire, ne le rendent pas antipathique. Enfin, on se dit pas que c'est... en tout cas, moi, je ne me suis pas dit que c'était quelqu'un qui essayait de se jouer des autres. Parce que ce que j'aime bien dans les mensonges, comme j'ai dit en commençant, c'est que de toute façon, ce qu'il va raconter, on va toujours finir par la même hypothèse. Et je n'ai pas évoqué cette scène, mais ça fait partie des scènes que j'adore. Quand la mère lui dit « T'es vraiment sûr que vous n'auriez pas fait l'amour tous les deux ?» Une mère qui demande si un jeune garçon n'a pas fait l'amour avec son fils, en général, c'est quand même plutôt... Elle aimerait qu'on lui réponde non, quoi. Enfin, il me semble, en tout cas, en 2024 toujours. Et elle voudrait qu'on lui réponde oui, parce qu'elle comprendrait mieux ce qui s'est passé. Voilà. C'est même pas, d'ailleurs, parce que pour des raisons, je sais pas comment dire... c'est même pas pour des raisons sulfureuses, c'est qu'elle comprendrait mieux le récit qu'on lui a fait. J'aime beaucoup cette idée que si l'explication est sexuelle, alors les choses... sont plus claires pour tout le monde. Et puis, elles sont plus claires et elles sont du coup plus facilement acceptables au nom de leur clarté. Mais ça l'idée me plaît beaucoup. Et puis ce qu'on a un peu perdu de vue aussi, c'est que moi j'ai eu cette impression, il est tout de même harcelé par ce Vincent qui le lâche pas, qui vient même la nuit. Alors je dis pas que pour ça il faut tuer, à cause de ça il faut tuer, mais on peut vous l'avez dit, il faut tuer les harceleurs, vous l'avez dit. Mais ça monte, quoi. Oui, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Est-ce qu'il aurait pu faire un film comme ça sans avoir besoin, si je puis dire, de tuer ? Enfin, je parle de Guy Roddy, sans avoir besoin de tuer. Oui, quelle est la place vraiment de ce meurtre
Voilà. Ça, pour moi, ça reste. Voilà. Et vous vous souvenez que l'inconnu du lac, c'est aussi cet inconnu du lac est par ailleurs un serial killer. Quoi. Et pourtant, c'est pas du tout un cinéma, mais ça fait 25 fois que je le dis, pardon, qui repose sur la culpabilité. C'est pas Chabrol. Moi, j'adore Chabrol, mais c'est pas Chabrol. C'est pas une interrogation sur la culpabilité. Mais enfin, quand même. C'est peut-être une question métaphysique, justement. Oui, davantage, oui. Mais d'ailleurs, c'est le cas aussi chez Chabrol. Peut-être. Oui, je vais monter. Mais puis, juste au passage, du coup, pardon, je vais juste. Est-ce que comment dire, moi, quand je le voyais se battre justement avec le fils, là, je me disais quelque part, il y a quand même, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que ça va pas dévier et ils vont finir par coucher ensemble? Parce qu'il y a quand même une dimension. Si, parce que quand il lui met la main sur la poitrine dans le lit, il en profite pour. Et est-ce qu'ils ont pas, est-ce que par le passé il n'y a pas eu quelque chose? Si. Ce que je voulais dire, c'est que le meurtre, d'une certaine manière, on peut aussi le voir comme une espèce de bifurcation du désir vers quelque chose de violent, quoi. Et alors, ça moi, j'aime bien cette hypothèse parce que ça permettrait de comprendre pourquoi il vaut mieux que le désir, par ailleurs, ne se réalise pas, parce que quand il se réalise ou quand il... c'est ça que ça donne, quoi. Effectivement, il vaut mieux que simplement désirer un peu à distance ou prendre simplement la main, parce que oui, c'est sûr qu'entre eux, on comprend très bien que... Enfin là, déjà, la gradation est remarquable. Effectivement, au début, il lui met la main sur la poitrine, et puis il fait comme ça, et juste après, il dit « Bon, mais faut que j'aille bosser, moi ». Bien sûr, oui, il y a une tension érotique entre eux qui est très forte. Et puis ce type il a une tête incroyable, ce Vincent. Là. Oui, alors la deuxième version, effectivement, parce que c'est une espèce de huis clos, en fait, où les gens sont extrêmement interprétatifs et c'est un milieu malsain. Et Jérémy vient faire tout exploser. Ah oui, donc ça c'est la... oui, non, c'est entre les deux, en fait. Et il vient faire tout exploser et à la limite, il tue l'individu qui gêne tout le monde. Personne ne regrette la mort de Vincent. C'est une sorte de justice interne. C'est très malsain, mais tout le monde y adhère. Mais pour ça, il faudrait revoir un film qui a un peu posé le schéma de ce scénario, qui est le théorème de Pasolini. Un jeune homme, alors là en l'occurrence sublime, et donné comme sublime, qui est Terence Stamp, arrive, je ne sais plus s'il y a un prétexte à son arrivée ou pas, peut-être c'est le fils d'amis, il arrive dans une grande famille bourgeoise, c'est un film de 1968 d'ailleurs, qui est un film de Pasolini, qui est quelqu'un qui avait quand même un rapport très fort, mais compliqué, mais très fort avec la religion. C'est un film d'ailleurs qui a eu le prix œcuménique, je crois, à Cannes 68, alors c'est quand même un film très sulfureux. Et son arrivée dans cette famille où il y a un couple et une fille, un garçon, une famille de grands bourgeois, de grands industriels, son arrivée va faire que chacun, à leur tour, et même la bonne, qui est jouée, je crois, par Anna Magnani, dans mon souvenir, ou par Laura Betti, je ne sais plus, enfin bon, toute la famille, chaque membre de la famille va se réinventer totalement. Je sais pas quoi, je crois que la mère va se prostituer, la bonne va devenir une sainte, enfin voilà, on est un peu dans ce scénario-là, et Théorème, et que moi j'ai un film que j'aime énormément, mais c'est un film qui, depuis sa sortie, continue à faire l'objet d'interprétations concurrentes, de savoir qu'est-ce que c'est exactement que ce personnage qui arrive, et est-ce qu'il arrive là pour... Comment dire, pour sonner la fin. L'effet papillon, en fait. Oui, l'effet papillon. Est-ce que son arrivée doit être considérée comme étant le début de la fin ou au contraire comme l'éveil, voilà. Mais là, on est un tout petit peu là-dedans. Mais bon. Mais les deux, comme ce que vous appelez les deux versions, oui, je pense que les deux. Moi, vous avez compris que je pense plutôt d'un côté, mais je pense que les deux sont possibles. On en reste là. Bon, oui. Oui. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Jean. Le film sort le 16.